m'envoie un message. Le direct est lancé sur Facebook, donc on va partir. Oui, je suis là. Donc, bonjour à tous, donc, chers internautes de AGEBIAN, donc tous ceux qui nous suivent depuis le Bénin et de partout dans le monde. Je suis Béranger Gloglo, donc je suis le fondateur du think tank AGEB. Donc, vous nous avez fait beaucoup de réclamations pour qu'on organise une conférence sur la ZLECAf. Donc, beaucoup ont demandé à comprendre très exactement ce que les implications pour notre pays et puis pour les différentes économies au Bénin. Donc, aujourd'hui, nous y sommes et cela n'est pas sans l'aide de bien d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que j'ai souhaité prendre cet instant, ce petit moment pour déjà remercier l'ensemble de nos intervenants. Donc, Madame Diallo, Monsieur Zebelinga, Monsieur Lévy, Monsieur Koboudé, Monsieur Lanian et le docteur Kocho. Vous nous faites l'honneur de votre présence aujourd'hui. Nous en sommes ravis au sein du think tank et sans nul doute que ceux qui nous suivent le seront également lors de ces échanges. Donc, je voudrais aussi prendre ce petit instant pour témoigner ma profonde reconnaissance à l'ensemble de mes collègues au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Sénégal, au Togo et ici même en France, pour déjà leur engagement et aussi le sens de l'effort. Parce qu'en effet, en 8 mois, au sein du think tank, nous avons pu faire une cinquantaine de publications de notes veille économique et informative sur l'économie béninoise et dans une moindre mesure d'autres pays de la sous-région. Nous avons également conçu un indicateur non monétaire de mesure de la pauvreté chez nous au Bénin, donc qui tient beaucoup plus compte du vécu, du quotidien des populations, plutôt que ça complète la liste des indicateurs connus tels que le 1 dollar, 1,5 $ par jour ou 3,5, en tout cas des indicateurs monétaires bien connus. Donc, en plus de cela, aujourd'hui, nous sommes à notre 8e conférence sur les problématiques de développement socio-économique en Afrique. Donc, c'est un bilan modeste, semblerait-il, mais connaissant la densité du travail que cela implique, je ne peux que les remercier profondément, en tout cas et très sincèrement, pour leurs différentes implications. Maintenant, je ne vais pas monopoliser le temps de parole, puisque aujourd'hui, moi, je n'interviens pas. Nous vous recevons. Je vais laisser la parole à M. Lanian qui conduira ces échanges pour la suite. Je reviendrai dans une autre session plus tard, mais avant cela, je vous souhaite une très bonne conférence à tous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gloglo. C'est un plaisir pour moi d'animer cette table ronde aujourd'hui. J'avais déjà l'habitude de suivre vos conférences et être aujourd'hui là et discuter d'une thématique qui intéresse la plupart des Africains, c'est un honneur. Et sans plus tarder, la ZLECAf, on entend parler, mais aujourd'hui, je pense que la table ronde, c'est pour apprendre davantage, mettre des idées claires sur cette thématique, ce qui m'amène à demander à Monsieur Sofoni Koboudé, véritablement, lorsqu'on parle de la ZLECAf, de quoi parle-t-on? Merci, Monsieur Lanian. Je suis très honoré de participer. Je voudrais remercier aussi Monsieur Gloglo de l'invitation et lui dire qu'il fait un travail remarquable avec son équipe et dans leur association. Et je salue également les éminents experts autour de la table. Enfin, la table, elle est virtuelle, mais je veux dire, dans ce webinaire. Alors, la zone de libre-échange continentale africaine, au fond, c'est un projet qui est en cours de zone de libre-échange sur l'ensemble du continent africain. Une zone de libre-échange, grosso modo, ce sont des pays qui se mettent ensemble et qui décident d'éliminer entre eux les droits de douane. Donc, si vous voulez, c'est des pays africains, c'est les pays du continent qui se mettent ensemble pour éliminer les droits de douane sur un certain nombre de produits. Fondamentalement, on peut expliquer la ZLECAf, me semble-t-il, sous 3 dimensions.
c'est-à-dire qu'il y a l'idée de la ZLECA, c'est-à-dire l'idée sur laquelle repose la ZLECA comme projet et la ZLECA comme symbole. Concernant la première dimension, effectivement, elle est quasiment philosophique, si vous voulez. C'est-à-dire que l'idée de la ZLECA est très simple. Il s'agit de faciliter les échanges des produits made in Africa entre les Africains. Donc, ça ne va pas plus loin que ça. Et on oublie souvent, mais l'échange est le socle des sociétés. C'est-à-dire que on n'y fait plus attention. Cette vérité est tellement ancrée dans nos habitudes que nous n'y faisons plus attention. D'ailleurs, quelqu'un comme Rousseau avait bien raison de dire qu'il faut beaucoup de philosophie pour observer les faits qui sont tout près de nous. C'est-à-dire que, je prends, allez, à tout hasard, un Camerounais par exemple, le matin, il s'habille, par ce seul geste, il a mobilisé une quantité inouïe de travail humain. Il a peut-être acheté sa chemise chez un marchand, bon, je spécule un peu, hein, ce marchand a peut-être fait confectionner cette chemise chez un tailleur gabonais. Le tissu est peut-être issu des usines de textiles de l'Éthiopie. Le coton qui a servi a fait tout ça, a été cultivé peut-être au Mali. Enfin, ce que j'essaie de démontrer avec cet exemple, c'est de dire que par nos gestes les plus simples du quotidien, nous expérimentons les vertus, les bienfaits de l'échange qui rend possible la division du travail. Laquelle division du travail est bien évidemment la raison des richesses des nations. Donc, si vous voulez, l'idée de la ZLECA, c'est de faciliter les échanges. Et puis, il y a la deuxième dimension à proprement liée, si vous voulez, au projet de la ZLECA. Donc, depuis le 1er janvier de cette année, la zone de libre-échange continentale africaine est entrée officiellement en vigueur. Le traité instaurant la ZLECAf vise grosso modo à accroître le commerce intra-africain en éliminant d'ici, je crois, 15 ans maximum, 90% des taxes douanières sur les biens et services. Donc, l'idée, c'est de booster le commerce intra-africain, puisqu'aujourd'hui, il est assez faible, moins de 20%. Et avouons qu'il y a quand même quelques aberrations quand on regarde le continent aujourd'hui. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, le Kenya est un grand exportateur de fleurs, mais le Nigeria en importe des Pays-Bas, si vous voulez. De la même façon, l'huile de palme du Kenya provient très majoritairement de la Malaisie, plutôt que du Nigeria. Donc, si vous voulez, l'objectif de la ZLECA, pour caricaturer et faire simple, c'est de voir les fleurs kenyanes dans les rues de Lagos et de voir l'huile de palme du Nigeria au Kenya, quoi, pour faire simple. Donc, la ZLECA va constituer la plus vaste zone de libre-échange au monde, avec 1,3 milliard de personnes et un PIB combiné de 2500 milliards de dollars américains. Alors, il y a encore effectivement quelques points de négociation qui sont en cours, notamment la détermination des offres tarifaires, c'est-à-dire les calendriers de baisse des droits de douane et les catégories de produits concernés. Et il y a effectivement le consensus autour de la règle d'origine qui est en train de se construire, c'est-à-dire la règle d'origine, c'est le niveau de la part africaine contenu dans nos produits manufacturés. Donc, il y a encore ces points qui sont en cours de finalisation et qui sont en cours de négociation. Et puis, il y a la dernière dimension de l'explication que vous me demandez. C'est la dimension de la ZLECA comme symbole. À mon avis, il ne faut pas tout à fait minimiser cette dimension, parce qu'avec la ZLECA, c'est le rêve du panafricanisme quelque part qui prend forme. Alors, plus exactement le panafricanisme oufouettiste ou senghorien, celui de Kwame Nkrumah, de Ahmed Ben Bella, tout ça restant un repère placé à l'horizon. Mais enfin, on ne peut pas nier, et je crois que c'était le titre d'une de mes tribunes, soit dans Jeune Afrique ou sur le site de l'Afrique des idées, c'est le rêve du panafricanisme qui prend forme.
On commence par une zone de libre-échange. Si ça fonctionne bien, on peut tout à fait adopter un tarif extérieur commun. Et puis ça devient une union douanière. Et puis si on harmonise les normes sur les produits, etc., avec la libre mobilité des personnes, ça devient une union économique. Et puis pourquoi pas, rêvons, s'il y a une monnaie africaine, tout ça devient une union économique et monétaire. Donc il faut voir à la fois dans la ZLECA un symbole évidemment très fort, mais il faut aussi voir aussi la ZLECA comme une étape intermédiaire dans un projet beaucoup plus grand. Je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas exploser le temps qui m'est imparti, mais je reviendrai si besoin sur les explications. Merci à vous. Merci beaucoup. Il y a un point que je voudrais bien éclaircir avec vous, Monsieur Kobode. Est-ce que la faiblesse des échanges intra-africains s'explique par le coût final des produits qui sont créés ou fabriqués sur les terres africaines? Autrement dit, vous avez pris l'exemple tout à l'heure du Rwanda qui produit les fleurs alors que le Nigeria en exporte des Pays-Bas. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que à ce jour, on n'arrive pas à trouver une synergie permettant aux Nigérians de pouvoir acheter des fleurs au Rwanda, par exemple? C'est une excellente question. Je pense que si on se lance dans cet exercice, il faut faire très attention parce que c'est toujours des phénomènes comment dire, multicausaux. C'est-à-dire qu'il y a toujours plein d'éléments qui justifient cet état de choses. Il y a la qualité de l'industrie dans ces pays. C'est-à-dire que si, je donne un exemple, si le Togo fabrique des produits donnés et que, compte tenu de l'état ou du niveau de sophistication de son industrie, n'est pas capable d'avoir des coûts bas, eh bien, un pays à côté comme le Bénin va toujours privilégier des produits venant de l'extérieur du continent ou d'autres pays parce que, in fine, c'est le coût qui est le signal qui est donné. Donc, le signal qui est pris en compte, c'est le coût, c'est le prix. Donc, il y a ça, mais il y a aussi d'autres phénomènes, c'est-à-dire les phénomènes de barrières artificielles. C'est-à-dire qu'on met des tarifs, on met des droits de douane sur certains produits, parfois très élevés, qui sont parfois franchement pas justifiés, mais il y a des grands, chez les économistes, il y a des grands défenseurs de fiscalité de porte, mais moi je trouve que les phénomènes économiques se résolvent dans la consommation et donc il faut baisser, quand on le peut, les tarifs, les droits de douane. Merci beaucoup, Monsieur Kouboudé. Ce qui m'amène à demander au docteur Kocho, quelles sont les réelles implications en termes de barrières douanières, de circulation des biens et aussi des personnes pour les différents États africains partis à cette zone de libre-échange? Bonsoir à tout le monde, j'espère qu'on m'entend. Oui, on vous entend. Merci, merci. Je me réjouis de l'opportunité que nous avons d'échanger ensemble cet après-midi sur cette question qui est de grande importance pour le continent africain. Ce qu'il faut dire avant toute chose, c'est que l'accord sur la zone de libre-échange continentale est un accord international. C'est un accord qui vise à établir une zone de libre-échange, c'est-à-dire un espace économique dans lequel les obstacles tarifaires et non tarifaires pour la libre circulation des marchandises et des services sont démantelés. Ce qui suppose que un des objectifs de l'accord, c'est d'éliminer les barrières tarifaires pour la libre circulation des marchandises entre les États membres, les États qui sont partis à l'accord. Mais si on considère que le champ couvert par l'accord sur la ZLECA va bien au-delà du commerce des marchandises, il faut relativiser les implications
en termes d'élimination des droits de douane sur les économies des États membres. On se souviendra que l'accord sur la zone de libre-échange continentale est-ce que vous m'entendez? On se souviendra que l'accord sur la zone de libre-échange continentale couvre à la fois le commerce des marchandises, le commerce des services, mais un ensemble d'autres domaines, notamment la promotion des investissements, la politique de concurrence, la propriété intellectuelle et même le commerce électronique. Donc, c'est un accord qui couvre un ensemble très vaste de domaines. Et maintenant, si je dois revenir à l'implication en termes de droit de douane, l'ambition que les États se sont fixés, les États partis à cet accord se sont fixés en rapport avec l'élimination des droits de douane est quand même très élevé. L'objectif à terme, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec le son. Effectivement, il y a un problème de son là. Est-ce que vous m'entendez? Très, très légèrement. Bien, écoutez, je vais continuer si vous D'accord. m'entendez quand même. Donc, je disais que la mission de l'accord, c'est d'éliminer les droits de douane pour environ 97% des marchandises échangées entre les États membres, entre les États partis. En termes de nombre de lignes tarifaires. Mais bien plus, l'ambition est de libéraliser au moins 90% du commerce en valeur entre les États partis de l'accord. Et donc, l'ambition est vraiment élevée en termes d'élimination des droits de douane. Voilà ce que je peux dire en termes d'élimination des droits de douane. Et il y a des modalités qui ont été adoptées pour parvenir à terme au démantèlement de ces droits de douane. Et ces modalités prennent en compte les différences de capacité des États à pouvoir réaliser ce démantèlement tarifaire. Et c'est pour cela que la période de temps qui est accordée aux pays est variable selon leur classement en termes de niveau de développement. Les pays moins avancés auront une période plus élevée, plus longue pour parvenir au démantèlement tarifaire sur les produits à libéraliser, alors que les pays en développement auront une période un peu moins importante, un peu plus longue. Pour être plus concret, au terme d'une période de 10 ans, les pays en développement devraient avoir ramené des droits de douane sur environ 97% de leurs marchandises au taux zéro. Alors que les PMA devraient l'avoir fait sur une période de 13 ans. Donc, voilà un peu les quelques implications avec les différenciations qui ont été adoptées en termes d'élimination des droits de douane. Merci beaucoup, Dr. Kocho. Ce qui m'amène à vous poser la question suivante pour éclairer un peu vos propos tout à l'heure. Lorsqu'on sait quand même que l'objectif… Vous me recevez? Non, vous ne me recevez pas. Moi, je vous entends. Ok, d'accord. Je pense que c'est pas grave. Je pense qu'on va revenir au docteur Kocho tout à l'heure. Monsieur Lévy, merci d'être avec nous ce soir. Quelles sont les implications de cette zone de libre-échange en termes de compétitivité, mais également de concurrence pour les différentes entreprises de manière générale? Merci pour l'opportunité que vous me faites. Merci aux différents membres du panel ce soir. Et merci également à ceux qui suivent là en ligne ou qui suivront tout à l'heure, on va dire, lorsque ce sera disponible. Et donc, de façon générale, c'est une grande opportunité, cette zone de libre-échange, dans la mesure où les entreprises pourront avoir des opportunités d'affaires. Donc, c'est-à-dire qu'une entreprise qui est basée à un point A, par exemple à Abidjan en Côte d'Ivoire,
pourra commercer facilement avec, on va dire, un individu qui est au Cameroun, à Douala. Donc, les échanges sont facilités. Et étant donné, comme mes prédécesseurs l'ont signifié, il y a moins de barrières à l'entrée, il y a une baisse significative de tout ce qui est taxe. Donc, les échanges, l'effet sur le prix final est moindre, ce qui fait que c'est plus facile pour l'individu qui est à Douala de commander une marchandise qui se trouve à Abidjan. Et au-delà de ça, ce qui est très intéressant avec cette zone de libre-échange, cela peut permettre, on va dire, aux entreprises de diversifier également leurs activités, ou bien, on va dire, plus leurs partenaires. Je prends toujours une entreprise qui, cette fois-ci, opère en Éthiopie et elle se développe sur son marché local. Mais avec l'opportunité que lui offre la zone de libre-échange, elle commence à se dire, il est possible pour moi de pouvoir échanger ou bien de développer mes affaires en dehors de mes frontières naturelles. À partir de ce moment, je commence à voir le Maroc comme une opportunité, je commence à voir l'Afrique du Sud comme une opportunité. Et donc, j'ai à dessein de pouvoir échanger avec ces différents pays-là, ce qui est une très belle opportunité. Une autre chose également qui peut être signifiée, on se rend très bien compte qu'il y a un certain dynamisme, on va dire, de façon générale dans pratiquement tous les pays africains. Et des fois, pour certains services ou bien pour certaines industries ou certains secteurs, un pays peut être mieux positionné. Et moi qui suis dans un pays donné, qui suis relativement en retard par rapport à une technologie, je peux bien m'associer avec une entreprise tierce qui est quelque part sur notre partie du continent, de sorte à pouvoir mieux m'adapter, moi, de pouvoir renforcer mes offres et de pouvoir répondre aux différents besoins que j'essaye chaque jour de répondre à tous les produits que j'ai. Donc, vous voyez que là, ce sont de nombreuses opportunités que cette zone potentiellement peut contribuer à créer pour les entreprises de façon opérationnelle. C'est ce que je pourrais déjà mentionner en termes d'opportunités, de compétitivité. Mais surtout, il y a deux éléments aussi sur lesquels je voudrais revenir, la concurrence. Il est important de signifier que opportunité, ça veut dire qu'il est donné, tout le monde a la chance, de façon générale, de pouvoir aller sur le marché et de pouvoir se faire la part du gâteau. Donc, cela veut dire aussi que les entreprises ne seront pas seules, c'est-à-dire on a des marchés qui étaient relativement fermés où il y avait un certain monopole, c'est-à-dire une seule personne fournissait le marché. Mais lorsque vous êtes dans une zone de libre-échange, vous permettez à d'autres personnes ou bien à d'autres entités ou d'autres entreprises de venir compétir sur un marché sur lequel vous étiez sur auparavant. Et donc, on sait très bien que la concurrence entraîne bien sûr potentiellement sur certains produits la baisse des prix, et ce qui est favorable, on va dire, pour la population. Au-delà de ça, avec tout ce qui est concurrence aussi, on voit que l'innovation prend une part majeure. Donc, les entreprises qui, au départ, avaient ce monopole-là, vont être un peu titillées, ce qui va les obliger eux aussi à monter en compétence. Donc, bien sûr, ça va agir sur la compétitivité. Si ces entreprises-là veulent continuer à garder leur part de marché, bien continuer de pouvoir satisfaire leur marché, donc, il y a ce besoin, cette nécessité à un moment donné pour ces entreprises-là de monter en grade, donc d'innover, de renforcer leurs capacités afin d'être à même de répondre aux besoins du marché. Donc, je pense que c'est déjà en termes d'opportunités, de défis, c'est l'une des choses très intéressantes que la ZLK va apporter. Merci beaucoup, Monsieur Lévy. Donc, si je vous comprends très bien, vous dites que cette zone de libre-échange au niveau du continent africain favorisera les jeunes 28, c'est ça? Oui. D'accord. Merci. On va maintenant... Ce que je voudrais peut-être aussi rajouter avant de laisser mes collègues rajouter des choses, c'est qu'il y aura aussi un énorme défi. Parce que n'oublions pas que nos marchés locaux, de façon générale, on a la présence de groupes, de multinationales. Donc, en réalité, il y aura nécessité pour les entreprises locales ou bien nationales, d'une certaine manière, d'un gros travail de structuration, un gros travail de technicité, de sorte à pouvoir aller compétir. Parce que n'oublions pas que certaines entreprises sont mieux outillées pour faire face à cette dynamique qui va venir. Donc, en réalité, il y aura nécessité pour, comment on va dire ça, pour les entreprises locales
de se préparer à ce marché, de sorte à ne pas être totalement en marge et de ne pas rater le coche. Parce que ceux qui profiteront véritablement de cette opportunité-là, ce sont les entreprises qui seront prêtes et qui auront une taille relativement intéressante pour pouvoir faire face à ces différents besoins. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Lévy. J'ai une question pour vous, pour moi, pour mieux comprendre cette thématique, parce que je ne suis pas économiste plus sans comme la plupart des experts qui sont là. Je voudrais savoir, est-ce que à travers cette zone de libre-échange, on fera davantage la promotion de la transparence de l'entreprise, notamment le fait de pouvoir mettre à disposition du grand public, parce que tout à l'heure, je pense que c'était M. Kocho qui parlait de mettre l'accent sur l'investissement. Et pour pouvoir bien investir, il faut quand même savoir où est-ce qu'on investit. Donc, est-ce que grâce à cette zone de libre-échange, les entreprises vont davantage rendre publiques les informations financières et extra-financières qui les concernent? C'est une question très intéressante, mais je pense que en ce qui concerne les informations, la transparence des entreprises, je pense que l'enjeu est ailleurs. Par contre, toujours en parlant de transparence, je pense qu'avant même que la zone de libre-échange prenne tout son sens, il y aura besoin pour les États de faire en sorte que l'environnement des affaires soit propice pour que les entreprises puissent se déployer. Parce que tout à l'heure, vous parlez de transparence, mais transparence, je voudrais mettre ça dans le grand bassin de gouvernance et de tout ce qui va dans l'amélioration de l'environnement des affaires. Si ces différents éléments ne sont pas abordés, il n'y a pas de facilité pour faire les affaires, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas une bonne connectivité, où la chaîne les différents processus pour créer une entreprise ne sont pas aussi évidents dans un pays ou dans un autre, finalement, ça peut décourager, on va dire, les entreprises qui aimeraient travailler ailleurs ou va ralentir cette opportunité que ça devrait créer. Donc, en réalité, la transparence et la gouvernance sont l'une des choses sur lesquelles les États qui se sont engagés aujourd'hui à ratifier l'accord de libre-échange, ce sont des choses sur lesquelles ils devront travailler ces différents États pour que le secteur privé puisse s'épanouir pleinement. Merci beaucoup. Mais bien sûr, en termes d'information, bon là, je mettrai plus ça sur le compte, que ce soit du secteur financier. Les entreprises qui voudront bien sûr aller sur d'autres marchés seront obligées d'une certaine manière d'être, on va dire, transparentes, non seulement pour pouvoir capter le capital, étant donné que là, leur déploiement nécessitera bien sûr des capitaux importants. Donc, il faudra pour ces entreprises être transparentes et structurées. Et à partir de ce moment, ça deviendra une obligation pour elles si elles veulent véritablement attirer des investisseurs et se déployer dans tout le continent. Merci beaucoup, M. Lévy. Je ne sais pas si éventuellement M. Kocho souhaiterait intervenir par rapport à ces questions sur la transparence. Pour moi, c'est une question très importante, transparence, mais également le fait de rendre public un certain nombre d'informations financières et extra-financières. Faut être de constater quand même qu'aujourd'hui, très peu sont les entreprises africaines qui réellement rendent accessibles ces différentes informations. Et lorsqu'on parle de zone de libre-échange, de la possibilité quand même d'aller sur d'autres marchés, aller capter des opportunités, forcément, il y a un certain nombre de règles de transparence, de gouvernance ou de compliance à mettre en place pour pouvoir aller sur ces différents marchés. Ben, je ne sais pas, est-ce que M. Kocho souhaiterait donner son avis sur cette question de la transparence, que c'est lui qui a évoqué tout à l'heure l'investissement. Et pour moi, lorsqu'on parle d'investissement, il y a certainement ce lien avec la transparence. Bien, écoutez, je pense que c'est une question qui est évidemment importante pour tirer profit des opportunités que peut offrir l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. Mais j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas qu'on attende de cet accord
plus que ce que peut offrir un accord de libre-échange. Il faut être très prudent sur cette affaire. La zone de libre-échange est régie par un certain nombre d'instruments qui visent à libéraliser les échanges des commerces, des marchandises et des biens entre les parties. Évidemment, pour que cette libéralisation soit bénéfique, pour que les États et les opérateurs économiques puissent tirer le meilleur parti de cet accord, il y a un ensemble de politiques connexes qu'on doit pouvoir mettre en place pour créer un environnement le plus favorable possible. Et c'est en tenant compte de cela que les États africains ont choisi d'étendre le champ couvert par l'accord sur la zone de libre-échange continentale pour aller au-delà de la simple libéralisation du commerce des marchandises et des biens et prendre en compte des politiques connexes telles que la propriété intellectuelle, la régulation de la concurrence, la réglementation et la régulation des investissements, afin de créer l'environnement dont vous parlez. La question de la transparence sur les informations financières est essentielle. Rappelons quand même, pour le remettre à notre conscience, que le protocole relatif à l'investissement dans le cadre de la zone de libre-échange continentale n'est pas encore négocié. Il va être négocié et forcément, il y aura dans ce protocole des dispositions qui vont garantir les conditions les plus favorables et les plus transparentes pour promouvoir l'investissement au sein des États partis à l'accord. Donc, c'est une question qui sera forcément prise en compte au moment de la négociation du protocole sur les investissements dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. Merci beaucoup, Dr Kocho. Ce qui m'amène à revenir vers Madame Diallo Aïssatou pour vous demander, vous savez, sur notre continent, le pourcentage de jeunes et de femmes est très important. Est-ce que ces zones de libre-échange emportent des opportunités pour ces groupes de personnes, de ces catégories de notre population, mais également pour les PME africaines? Merci beaucoup. Donc, à l'instar de mes prédécesseurs, permettez-moi donc de saluer l'initiative que vient de prendre l'Association des jeunes économistes du Bénin, donc de mettre au cœur de cette réunion virtuelle l'accord sur la zone de libre-échange africaine. Ce que j'aimerais dire, c'est que bien évidemment, on ne peut pas parler aujourd'hui de transformation structurelle de l'Afrique sans prendre en compte la dimension genre et sans prendre en compte l'emploi des jeunes. Donc, ce qui se passe, ce que je pense qui est important de dire, et ça on ne le dit pas souvent et je pense que c'est important de le rappeler puisque ça vient d'être mentionné par mon collègue de la CEAC, c'est que il y a des protocoles, le protocole sur l'investissement, sur la politique de la concurrence, sur la propriété intellectuelle, le commerce électronique, voire les femmes qui vont être négociés. Or, lors de cette phase 2, lors de la phase 1, le secteur privé n'a pas été forcément associé aux négociations. Donc, il y a un déficit d'information sur cet accord par les acteurs du secteur privé. Et quand on dit secteur privé en Afrique, on parle bien principalement des micro, petites et moyennes entreprises, des jeunes entrepreneurs. Et cette cible de la population n'a pas été forcément associée donc aux négociations. Donc, il y a un travail déjà à faire pour pouvoir expliquer les opportunités, mais également les défis que pose cet accord pour le secteur privé, pour que le secteur privé puisse participer de manière active et saisir les opportunités en matière de business qu'offre cet accord. Donc, ça, c'est le diagnostic. Maintenant, en ce qui concerne vraiment les opportunités, bien évidemment, c'est énormément d'opportunités pour les femmes, pour les jeunes, pour les micro, petites et moyennes entreprises. Mais encore faut-il qu'elles aient accès à l'information sur les marchés africains. Très souvent, les entreprises qui évoluent dans le secteur formel et qui exportent ont l'information sur les marchés qu'ils ciblent, mais les entreprises qui sont dans le secteur informel ont malheureusement très peu d'accès à l'information.
à l'information sur les exigences des marchés qu'ils pourraient conquérir. Donc, l'information sur les marchés, c'est très important pour pouvoir accéder à des opportunités, à plus d'opportunités sur le continent. Ensuite, un autre élément qui est très important, on n'en parle pas aussi souvent, c'est la question de la mise à niveau de l'offre par rapport à la demande. L'offre des produits, l'offre des services. On connaît mieux la demande du consommateur européen, la demande du consommateur américain ou asiatique, si vous voulez, que le consommateur du pays voisin. Donc là encore, c'est important de pouvoir connaître les exigences de la demande du marché qu'on veut, sur lequel on aimerait se positionner et avoir les capacités pour pouvoir mettre à niveau l'offre par rapport à la demande. Ensuite, c'est toute la question qui a trait à la commercialisation, à la distribution des produits. Là, sur la commercialisation, aujourd'hui, tout le monde est en train de parler du commerce électronique. Oui, le commerce électronique, oui, pourquoi pas, mais ce n'est pas une fin en soi. Tous les produits ne pourront pas être positionnés sur des plateformes de e-commerce. Encore une fois, et quand on parle du e-commerce pour les micro, petites et moyennes entreprises, encore faut-il que ce soit des entreprises du secteur formel et en plus que ce soit des entreprises et des plateformes africaines. Parce que si ce sont des plateformes qui sont hébergées hors du continent ou dont les recettes ne sont pas en fait, sur le continent, ne sont pas enregistrées sur le continent, eh bien, ça n'aura pas d'impact sur l'accroissement du commerce intra-régional. Donc, ce sont des éléments qui sont importants. Oui, le commerce électronique va permettre de commercialiser davantage, sachant que, et ça a été dit par mes prédécesseurs, sachant qu'il y a quand même un problème au niveau des infrastructures et au niveau de l'écosystème des affaires. Parce que qui parle de commerce électronique parle forcément de la sécurité des transactions et d'un certain nombre de paramètres à prendre en compte. Donc, oui, il y a beaucoup d'opportunités, mais ces opportunités, bien évidemment, exigent non seulement une mise à niveau de l'offre, une amélioration de l'écosystème des affaires, un accès au financement beaucoup plus facilité pour ces micro, petites et moyennes entreprises, car le problème en Afrique, tout le monde dit qu'il y a un problème d'accès au financement. Je ne pense pas personnellement. Je pense qu'il y a plutôt un problème d'information par rapport aux dispositifs existants en matière d'accès au financement et un problème aussi par rapport aux taux d'intérêt qui sont appliqués et aux garanties qui sont exigées pour que ces PME puissent avoir accès justement au financement et pouvoir commercialiser ou produire. Donc, ce sont des défis, ce sont actuellement des chantiers sur lesquels, si on veut vraiment que cette ZLECAf soit un outil qui permette d'accroître le commerce intra-régional et de pouvoir avoir un impact sur la création d'emplois, parce que derrière, ce qui est important, c'est aussi de créer des emplois en Afrique pour ces jeunes, pour ces femmes, pour éviter justement tous ces phénomènes qu'on voit de migration, notamment vers l'Europe. Eh ben, il va falloir créer l'écosystème qui va permettre justement à ces PME, qu'elles soient du secteur formel ou informel, que ces entrepreneurs soient enregistrés ou pas, de pouvoir donc tirer profit des opportunités et pour les entreprises qui ne sont pas dans le secteur formel, de pouvoir être encouragées à travers les incitations fiscales à justement passer du mode informel au mode formel. Donc, pour résumer, je dirais que cette ZLECAf, pour une dame qui est, je dis ça, une sœur qui est à Abidjan, à Yopougon et qui vend son attiéké, cette ZLECAf, c'est normalement une opportunité. Tout le monde, quasiment en Afrique, connaît l'attiéké. C'est donc une opportunité pour elle, je veux dire, de vendre en dehors du marché ivoirien ou du marché de la sous-région, du marché de l'UEMOA. Comment le faire? Comment utiliser une plateforme de e-commerce? Ou comment, en dehors de cette plateforme de e-commerce, pouvoir également exporter sans tracasserie, donc sans barrière non tarifaire au Rwanda?
Sur la question des barrières non tarifaires, ou plutôt je dirais des mesures non tarifaires, il faut quand même saluer l'initiative de l'Union africaine qui a été mise en place dans la dynamique justement de la ZLECAf, qui est celle de pouvoir mettre en place justement une plateforme pour pouvoir identifier, traiter ces mesures non tarifaires. Nous-mêmes, au Centre du commerce international, nous avons mené pas mal d'enquêtes dans plusieurs pays, y compris au Bénin, avec la Chambre de commerce et d'industrie et le ministère du Commerce, pour pouvoir identifier ces mesures non tarifaires et voir quelles sont les mesures qu'il faut adopter pour pouvoir les lever de manière à pouvoir avoir un environnement qui soit donc favorable au développement des transactions commerciales. Donc, la ZLECAf, oui, c'est le futur des micro, petites et moyennes entreprises, des entrepreneurs. Encore faut-il bien évidemment qu'un certain nombre de barrières actuelles puissent être levées. Un dernier point, et je vais m'arrêter ensuite sur ce point-là. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que tout le monde parle de la ZLECAf, mais il y a eu les communautés économiques régionales, certaines communautés économiques régionales, comme la communauté des États de l'Afrique de l'Est, ou même celle, de la CEDEAO, ont déjà fait plusieurs choses, ont travaillé sur les règles d'origine, ont mis en place un tarif extérieur commun. Donc, il y a quand même, des enseignements qu'on peut tirer justement de la faible peut-être participation du secteur privé au commerce intra-régional. Et peut-être que ces enseignements-là peuvent être, intéressants à exploiter pour justement travailler pour que le secteur privé soit vraiment mis au cœur du dispositif de la ZLECAf. Parce que la ZLECAf, c'est pas pour les décideurs politiques, c'est pour le secteur privé et c'est pour ces micro, petites et moyennes entreprises. Et donc, voilà, moi, c'est le message que je voudrais passer et dire donc que je suis plutôt optimiste et j'espère vraiment, c'est vrai que mon collègue encore la CEAC et les autres intervenants, notamment, je pense que c'était monsieur Kocho, on parlait aussi de la dimension symbolique et du fait aussi qu'il faut un peu gérer les attentes. C'est vrai qu'il faut gérer les attentes et autres. On ne va pas attendre que les infrastructures, les ponts et autres soient en place, qu'on ait de l'énergie 24 heures sur 24 pour commencer à commercer dans le cas de la ZLECAf. Il faut commencer déjà avec les marchés de proximité et ensuite, on verra ce que ça donne. Mais de toute façon, au final, c'est censé être bénéfique. Parce que sinon, des pays, le continent africain ne l'aurait pas fait. Et vous avez vu, là, en novembre dernier, l'Asie et le Pacifique, donc, ils ont également signé un accord, 30% de PIB avec cette autre zone de libre-échange. Donc, la zone de libre-échange la plus importante puisqu'elle représente 30% du PIB mondial. Et le secteur privé doit jouer son rôle parce que le secteur privé est pourvoyeur d'emplois. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Diallo. J'ai noté dans vos propos l'accent mis vraiment sur le privé. Et moi, je voudrais savoir, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt les États qui vont négocier, qui sont dans les différents cycles de négociation. Je voudrais savoir comment on fait pour véritablement embarquer le privé sur cette table de négociation et qu'on puisse réellement prendre en compte le desiderata, leurs attentes dans le cadre de ces négociations de libre-échange sur le continent. Donc, comme je l'ai dit, j'ai dit qu'ils ont été très peu associés. Ça, c'est vrai, ils ont été très peu associés. Cependant, ils n'ont pas été complètement mis à l'écart. Comment ça se fait? Ça commence déjà au niveau national. Le dialogue public-privé. Quand la plupart des États ont adhéré à l'OMC, il y a eu au niveau des pays des comités nationaux, des comités nationaux d'adhésion à l'OMC. C'est pareil pour la ZLECAf. La plupart des pays ont mis en place ces plateformes qui, en général, donc réunissent à la fois les acteurs du public et les acteurs du privé et parfois même ceux de la société civile. Mais le secteur privé, en général, ne participe pas forcément de manière très active. Et ce qui est important, et si vous voyez notamment à l'OMC, parfois sur certaines négociations sur l'agriculture, vous allez voir que justement le poids de certains pays qui ont justement une économie qui est basée sur l'agriculture ou sur les services, il y a vraiment du lobby
du lobbying pardon, qui se fait pour que justement les intérêts de ces agriculteurs sur telle ou telle filière soient pris en compte. Et je pense aussi qu'au niveau africain, il faudrait que le secteur privé, il ne faut pas attendre et dire qu'il faudrait que le gouvernement nous donne mandat pour pouvoir, comment dire, partager nos vues ou nos attentes sur un accord aussi important que cette ZLECAf. Il faudrait que le secteur privé puisse venir aussi avec justement, comment dire, une feuille de route avec des priorités qui devraient être prises en compte dans le cadre des négociations. Donc, on va voir, je pense que, comme je disais, la phase 2 va être intéressante puisqu'on a vu un peu comment sur la phase 1, ça a été un peu laborieux, mais bon, ils sont quand même allés relativement vite sur la négociation sur les règles d'origine ou les 2 premiers protocoles. Regardons comment ça va se passer au niveau de la phase 2, notamment sur certains aspects qui sont importants pour le secteur privé, la politique de la concurrence, les investissements, parce que là, il va s'agir d'investissements intra-africains. La propriété intellectuelle, on n'en parle pas souvent, mais en Afrique, il y a tellement de talents. La plupart des micro, petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs, ils développent tous les jours des solutions pour pouvoir survivre ou faciliter la vie au quotidien. Mais qui c'est on n'arrive même pas à breveter un peu leur invention. Vous comprenez? Et souvent, elles se font, en guillemets, piller. Donc, c'est aussi important qu'elles soient partie prenante à ces discussions-là. Le commerce électronique, c'est pour elles. De même que le protocole sur les femmes. Puis les femmes, c'est pareil. Il va y avoir un protocole sur les femmes. C'est très important, le commerce transfrontalier, vous le savez, au Bénin. C'est hyper important. Donc, je pense que la voix du secteur privé doit compter. Elle doit venir quand même de manière structurée aussi pour pouvoir apporter sa contribution, puisqu'au final, c'est elle qui vit ensuite les mesures qui sont imposées par les décideurs politiques et les régulateurs. Donc, et il n'y a personne qui connaît mieux ces problèmes que justement ce secteur privé-là. Et il faut dire que quand même au niveau africain, aujourd'hui on a vu avec les Afro-Championnes, on voit aussi avec la Chambre panafricaine, comment dire, la Chambre panafricaine, je pense, de commerce, ou même les organisations sous-régionales comme la FEWASI au niveau de la CEDEAO. Je pense qu'elles essaient vraiment de faire un très bon travail de manière à pouvoir refléter les vues et les attentes du secteur privé dans les négociations commerciales. D'accord. Merci beaucoup, Madame Diallo. Ce qui m'amène à venir à M. Martial Zelinga. Que pensez-vous de cette affirmation? Je cite, la zone de libre-échange continentale profitera plus aux pays de l'Afrique du Nord qui disposent des entreprises ayant déjà un avantage en termes de productivité par rapport aux entreprises de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Est. Fin de citation. Votre micro n'est pas activé. Merci. Ouais. Est-ce que vous m'entendez bien là? Parfaitement, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Oui, je ne vais pas déroger à la règle qui consiste à vous faire toutes mes félicitations. Elles sont sincères. Je pense que c'est important. Vous faites partie des groupes intermédiaires dont on a besoin. Et peut-être à votre insu, vous travaillez déjà dans l'écosystème de la ZLECAf. Parce que produire un accord de libre-échange, en fait, ce n'est pas seulement les institutionnels et les entreprises qui sont assignés. C'est la circulation de l'information, c'est la pédagogie, c'est tout ça qui fait qu'à l'arrivée, on peut ou pas, mais espérons en tout cas obtenir des résultats. Donc, je vous fais vraiment tous mes encouragements. La question que vous posez, c'est un peu la question éternelle ou sempiternelle des accords de libre-échange. C'est toujours de savoir comment se distribuent les gains à l'échange. Est-ce que qui gagne, qui perd? Est-ce que finalement on a intérêt à rentrer dans un tel type d'accord? Donc, je voudrais d'emblée dire une chose, c'est que on peut avoir ce qu'on appelle des jeux à somme positive, c'est-à-dire qu'on peut avoir des configurations d'échanges internationaux qui sont telles que tout le monde gagne. Tout le monde ne gagne pas forcément la même chose, mais on a des configurations qui sont typiquement des configurations de jeux à somme positive. Et dans le cas qui nous concerne particulièrement, nous sommes dans une situation potentielle, je donnerai les conditions après si vous permettez, nous sommes dans une configuration potentielle de jeu à somme positive pour la raison très simple. C'est que nous sommes aujourd'hui
du fait du paradigme colonial suivant lequel nous fonctionnons encore, hein, aujourd'hui, nous exportons des matières premières et nous importons des biens manufacturés. Tout à l'heure, vous avez d'ailleurs proposé une explication au fait que au Nigeria, le Kenya produise des fleurs à destination de l'Europe et que le Nigeria les importe, ces fleurs-là, d'Europe. Mais il y a une explication aussi qui est très simple, c'est que bien souvent, une partie de ce que nous exportons, nous les appelons des exportations africaines parce que les nomenclatures sont mal faites. C'est souvent simplement des entreprises européennes qui viennent s'approvisionner en Afrique. Donc, elles envoient leurs produits à leurs usines européennes. Et nous avons tendance, et ça, il y a un travail épistémologique à faire, nous avons tendance à considérer qu'un approvisionnement européen en Afrique, c'est une exportation africaine. Dans certains contextes, ça peut être vrai, mais dans d'autres contextes, ce n'est pas vrai parce que nous sommes structurellement exportateurs de matières premières et que souvent, les matières premières qui quittent notre territoire ne sont déjà plus africaines. Donc, en fait, le potentiel que nous avons, à partir du moment où nous avons un niveau d'industrialisation globalement faible, avec des grandes différences, bien sûr, nous avons aussi des insécurités alimentaires, par exemple. Nous avons des rationnements. Ça veut dire que ce que nous importerions de pays africains à un niveau de développement un peu plus élevé ne se retrancherait pas nécessairement sur de la production africaine ou sur des exportations intra-africaines. Ce qui pourrait le plus, entre guillemets, faire les frais, ce seraient les pays d'où nous importons majoritairement, c'est-à-dire les destinations extra-africaines. Donc, on a bien un contexte potentiel de jeu à somme positive où tout le monde pourrait gagner. Ça, c'est la première chose que sur laquelle je voudrais insister, parce que beaucoup de crispations, pour ce qui est de la ZLECAf, mais en général pour les accords de libre-échange, dits de libre-échange en tout cas, tiennent à la répartition des gains et au fait qu'on imagine souvent les échanges comme étant ce qu'on appelle des jeux à somme nulle, c'est-à-dire nul ne gagne ce que l'autre ne perd. Ce n'est pas tout à fait vrai. D'autre part, notons que le fait d'importer davantage apporte aussi une chose, apporte d'abord de la variété au consommateur, apporte potentiellement un gain en termes de prix, donc il peut consommer davantage de produits, des produits différents, apporte ce qu'un de nos collègues a appelé tout à l'heure, en fait, des effets pro-concurrentiels. C'est-à-dire que le fait d'importer, ça peut aussi stimuler la concurrence. N'oublions pas que dans la configuration actuelle des échanges internationaux, on exporte et importe des biens finis, c'est vrai, mais on exporte et on importe beaucoup plus des biens non finis, semi-finis, des biens intermédiaires. Et d'ailleurs, plus le processus de développement s'élève et plus on échange des biens intermédiaires, et pas au détriment, mais plus de biens intermédiaires que de biens finis. Ça veut dire que quand on importe en provenance de pays à un niveau de développement un peu plus élevé, même si c'est en Afrique, on peut incorporer aussi du progrès technique. On peut importer aussi des biens qui vont nous permettre à nous de réexporter. Donc, c'est quand même un peu plus complexe que ce qui a été dit. Maintenant, est-ce qu'il ne s'agit que des pays d'Afrique du Nord? Non, évidemment non. Le pays qui a la structure économique peut-être la plus diversifiée avec de l'industrie et des matières premières, etc., c'est quand même l'Afrique du Sud. On a des pays aussi qui sont compétitifs non pas seulement par la productivité, mais parce que l'environnement des affaires est très positif. Hein. Des pays comme le Rwanda, comme Maurice, comme les Seychelles, etc., ce sont des pays qui ont globalement une compétitivité qui se défend, qui pourrait leur permettre d'être présents, en tout cas, dans les échanges intra-africains de façon absolument raisonnable. Enfin, sur cette question de répartition des gains, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on ait des différences de niveau de développement, c'est vrai. Globalement, il y a quelques pays qui sont un peu plus industrialisés que d'autres. Mais ça n'empêche pas que tout le monde, potentiellement, puisse gagner à l'échange international. Vous voyez? Premièrement, parce que les pays ou les entreprises dites petites entreprises ont toujours une possibilité de spécialisation. C'est-à-dire que même quand vous êtes petit, vous pouvez cibler certains segments du marché. Ça peut être le marché des produits finis, ça peut être les marchés aussi des produits intermédiaires. Vous voyez, ça on appelle la différenciation verticale.
quand vous êtes sur un marché peut-être une productivité plus élevée, vous allez peut-être cibler des économies d'échelle, peut-être un marché plus grand, un marché plus vaste. Donc, on a toujours cette possibilité pour que, selon les stratégies des entreprises, mais aussi des États, que tout le monde puisse potentiellement gagner en admettant une chose, c'est que les avantages, comme la productivité, etc., ne sont pas statiques. Et le processus même des échanges internationaux permet de développer aussi les avantages ou sortir des désavantages qu'on avait avant. Exemple, grandeur nature, quand l'Europe et les États-Unis admettent la Chine à l'OMC, je me rappelle, je regardais un peu les modèles à cette époque-là, quelles étaient leurs réflexions? Ils se disaient, la Chine va entrer dans le marché du bas de gamme, notamment le textile, etc. Et l'Europe et les États-Unis étaient censés se positionner essentiellement sur du haut de gamme. Qu'est-ce que la Chine a fait? La Chine est rentrée sur un marché de bas de gamme, entre guillemets, de gamme économique, et elle a remonté la filière. Vous voyez? Elle a remonté, c'est ce qu'on appelle les avantages comparatifs dynamiques. Et comment a-t-elle remonté la filière? Et c'est là où on fait le lien entre les entreprises et le public, parce qu'un accord de libre-échange, c'est tout sauf quelque chose qui ne concerne que les entreprises. C'est parce qu'il y a eu des politiques publiques de formation, de recherche, de pousser les entreprises à investir, etc., que la montée en gamme de la Chine s'est faite toujours plus puissante. Vous voyez? Donc, on n'est pas sur des données statiques en réalité. On a une possibilité d'avoir une productivité, une compétitivité qui sont dynamiques et qui peuvent se renforcer dans le processus même de l'accord de libre-échange. Mais ça veut dire aussi une chose. Dans le processus d'internationalisation, bien sûr, la productivité est importante, la compétitivité encore plus. L'un et l'autre ne sont pas, c'est pas la même chose parce que vous avez une partie de la compétitivité qui va être liée au prix, avec les questions de productivité, mais il y a aussi la compétitivité hors prix, qui va être la qualité, qui va être le service, qui va être la façon dont les entreprises arrivent à toucher le marché, l'image, etc. Ce n'est pas toujours seulement une question de productivité. Il y a également le fait que le processus d'internationalisation, quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, les modèles économétriques sont assez formels, il est quand même lié à, je dirais, deux types de distances. Il y a ce qu'on va appeler les distances physiques, donc d'abord les transports. On voit que, quoi qu'on dise, on arrive à réduire les coûts de transport, mais la distance reste quand même quelque chose qui limite les échanges internationaux. Et d'autre part, on a aussi les distances, on va dire, psychologiques, c'est-à-dire, par exemple, les distances culturelles, les distances linguistiques, qui vont quand même faire en sorte que, malgré des avantages qui pourraient être de productivité au sens physique du terme, en termes de nombre d'heures pour produire tel nombre d'objets, il reste encore que des entreprises peuvent garder des avantages et de la compétitivité parce qu'elles savent. Elles vont réduire les coûts de transaction, les coûts de transport. Elles vont également réduire la distance culturelle. On parlait d'Acheke tout à l'heure. C'est sûr que, quand vous en avez déjà entendu parler, quand vous êtes dans un environnement culturel où ce produit est présent, cette culture est présente, vous allez la consommer beaucoup plus facilement. Voyez. Donc, il n'y a pas de fatalité à ce que, parce qu'on a une productivité plus importante, on soit forcément gagnant au détriment des autres. Et ça m'amène à terminer en disant, évidemment, que tout dépendra des stratégies d'entreprise, bien évidemment, différenciation, verticale, horizontale, économie d'échelle, etc. Mais ça dépendra également d'une chose qui me semble essentielle. C'est-à-dire que pour que la ZLECAf réussisse, parce que je suis optimiste, mais raisonnablement optimiste dans le sens où il y a des conditions, et ces conditions sont extrêmement importantes. Il faut qu'elles soient tout sauf un accord de libre-échange. C'est-à-dire qu'il faudrait forcément, la ZLECAf, en fait, c'est la circulation des produits. Il faut d'abord qu'il y ait des produits. Donc, il faut renforcer l'offre, comme disait Madame tout à l'heure, par des politiques industrielles. Et renforcer par les politiques industrielles, ça renvoie aussi à la recherche et à l'éducation. Mais il faut aussi renforcer l'interconnexion du continent. L'interconnexion du continent physique, c'est les grands programmes infrastructurels que nous avons actuellement qui sont écrits, qui doivent avancer. C'est l'interconnexion numérique. Il y a en cours aujourd'hui un projet de paiement numérique qui pourrait faciliter les échanges intercontinentaux. C'est en cours au niveau de Afreximbank, que je sache. Voilà. Et c'est en réalité tout cet écosystème qui doit fonctionner pour que la ZLECAf produise des effets positifs.
Donc, il y a quand même une dimension très conditionnelle. Ça implique, à mon avis, parce qu'il n'y aura pas de résultat durable. C'est vrai qu'on est sur un horizon de 15 ans, mais il n'y aura pas de résultat sérieux et durable si tous ces maillons-là ne jouent pas. Et c'est pour ça que moi, si j'avais une proposition à faire, ce serait que l'ensemble connexe à l'accord doit, dans un amendement de l'accord, être intégré à l'accord. C'est-à-dire que si on continue de dire que c'est plus ou moins optionnel qu'on ait des infrastructures, qu'on ait un système douanier optimisé, qu'on ait des facilitations commerciales optimisées, en fait, ça ne fonctionnera pas. Et c'est tout cet ensemble qui doit rentrer dans l'accord, d'une façon générale, en tenant compte et en accentuant, à mon avis, toutes les mesures de protection qui sont absolument indispensables. Protection des industries naissantes, par exemple, mesures de sauvegarde, les différents rythmes d'appropriation. Donc, je pense qu'on a un potentiel, un accord qui est potentiellement positif, mais pour qu'il soit positif, il faut qu'il soit autre chose qu'un accord de libre-échange et qu'il soit en fait un processus, un écosystème de développement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Zebelinga. Je pense que tout à l'heure, le docteur Kocho levait la main. Je pense qu'il souhaiterait intervenir par rapport à un point abordé précédemment. Donc, je lui laisse la parole. Merci beaucoup de me redonner la parole. Justement, je voudrais intervenir sur plusieurs autres points qui ont été évoqués par mes prédécesseurs, que je salue d'ailleurs, et qui me semblent d'une grande importance. La première chose, c'est de dire, comme vient de le dire dans sa chute, M. Zebelinga, c'est que les bénéfices attendus d'un accord de libre-échange ne sont pas automatiques. Ils sont la résultante d'un ensemble de réformes qui permettent aux États partis à l'accord de pouvoir tirer le plein profit des préférences commerciales qu'offre l'accord de libre-échange. Et dans cette perspective, en termes de mise en œuvre de l'accord, il faut serrer le type de réformes à mettre en œuvre. La première catégorie des réformes vont être centrées sur les réformes en termes de libéralisation effective du commerce, démantèlement des droits de douane, élimination des barrières non tarifaires, élimination des restrictions commerciales qui contraignent la libre circulation des services, ainsi de suite. Mais à côté de cela, il y a un ensemble d'autres réformes qu'il faut mettre en place pour pouvoir bénéficier des conditions préférentielles d'accès au marché qu'offre l'accord. Et c'est en cela qu'il faudra prendre en compte les réformes en termes de politique industrielle, les réformes en termes de politique agricole, les réformes en termes de formation, les réformes en termes d'amélioration de l'environnement des affaires, les réformes en termes de développement des capacités de gestion de différents commerciaux, un ensemble d'autres réformes qui vont rendre les pays en même de pouvoir compétir dans un environnement libéralisé. Et c'est là où se trouve tout le défi